Bien, dans cette série de vidéos, on va s'intéresser à quelques éléments de révision sur la cinétique chimique de première année. Alors, dans un premier temps, on va définir les tests de réaction. On va considérer une réaction qu'on peut écrire, qui est écrite ici. Donc, alpha A plus bêta B donne gamma C plus delta D. Imaginons qu'on a une certaine quantité initiale de A, et puis le A est progressivement consommé, et xi représente l'avancement de la réaction. Et on va supposer que tout se fait, par exemple, dans un bécher avec un volume V qui est fixé. Alors, ensuite, ce qu'on peut évaluer assez rapidement, c'est l'évolution de la concentration A. Donc, si on établit la concentration en A au cours du temps, eh bien, elle vaudra la quantité de matière en A. Donc, Na0 moins Na0 moins alpha xi sur le volume, d'accord. Et simplement maintenant, si on dérive par rapport au temps, on aura pour la concentration un volume fixé, donc 1 sur V. Na0 c'est une constante, c'est la valeur initiale, multiplié par moins alpha d de xi sur dt. Et donc l'idée en fait c'est de considérer Or, donc on en déduit que si on considère moins 1 sur alpha d de A sur A, eh bien on obtient une grandeur qui est indépendante de l'espèce et du coefficient stoichiométrique, parce qu'on rapporte ça à l'avancement. Vous avez bien sûr, si le coefficient vaut 2, pour une mole d'avancement, vous avez 2 moles de A consommés. Donc en divisant par le coefficient stoichiométrique, on ramène ça à l'avancement, et on obtient une quantité 1 sur V, d de xi sur dt, qu'on va appeler petit v, et qui sera la vitesse de réaction. Et donc pourquoi elle porte le nom de vitesse de réaction, c'est qu'elle est propre à la réaction, et elle ne dépend pas, alors bien sûr elle peut dépendre de la température par exemple, mais elle ne dépend pas de l'espèce que vous étudiez, d'accord. Bon, c'est assez facile de voir que maintenant si on fait le même processus pour B, eh bien on montrera très généralement que cette vitesse de réaction V, elle peut aussi bien s'écrire moins 1 sur alpha d de A sur dt, que moins 1 sur bêta d de B sur dt, et par exemple pour un corps, pour un produit, 1 sur gamma d de C sur C, etc., etc. Donc le point important c'est que le point important c'est que cette la définition est propre à la réaction et pas au corps que vous considérez. Et ça, c'est bien en fait une définition. Vous voyez, je n'ai fait aucune hypothèse. Je n'ai fait aucune hypothèse sur la réaction en elle-même. Donc ça, c'est une définition finalement de la vitesse de réaction. Et c'est comme toute définition, en fait, ce sera toujours vrai. D'accord. Vous pouvez toujours faire ceci pour définir la vitesse de réaction. La seule hypothèse qu'on a faite, c'est qu'on a supposé que le volume était fixé. Voilà. Alors la question qui se pose maintenant, les principales questions qu'on peut se poser, en termes de cinétique chimique, on voudrait savoir V, c'est V qui dépend de quoi? V dépend-elle de la concentration, par exemple, des réactifs? Comment dépend-elle? V dépend-elle de la température? Etc., etc. Donc ce qu'on cherche à faire en cinétique chimique, c'est étudier les paramètres dont pourrait dépendre la vitesse de réaction pour justement après pouvoir les contrôler et savoir comment soit ralentir une réaction. C'est par exemple si on met par exemple des aliments au frigo, ou inversement accélérer une réaction qui serait trop lente pour se produire en rajoutant par exemple un catalyseur. D'accord. Donc l'idée c'est essayer de trouver de quelle grandeur. Et donc ça c'est essentiellement expérimental. Après on peut faire des mécanismes, et c'est une autre partie du programme. Dans un premier temps, on va surtout se baser sur des expériences. On va se dire voilà, on fait des hypothèses, on fait des modèles, on trouve des lois d'évolution possibles et on les compare à l'expérience et on essaie de voir, de trouver un petit peu une dépendance de la vitesse de réaction en fonction de ces concentrations qui sont ici. Alors, ce que l'on fait souvent, mais ça reste uniquement une hypothèse, donc il faut bien faire la distinction entre ici cette définition qui est toujours vraie pour la vitesse de réaction, et maintenant on peut faire une hypothèse, donc c'est ce qu'on appelle ordre d'une réaction. Donc ici le point important c'est que c'est une hypothèse, ce n'est absolument pas vérifié, on va faire une hypothèse, on va en déduire des évolutions de concentration, et on verra si ces évolutions de concentration sont compatibles avec les expériences menées. Donc l'hypothèse c'est d'en dire, on va écrire la phrase, on dit que la réaction admet
un ordre, si il existe P et Q, alors qu'ils doivent être positifs, d'accord. Bon, c'est souvent, en fait, bon, en pratique, ce sont quand même souvent des entiers ou des fractions simples, mais en toute rigueur, la seule contrainte, c'est qu'ils soient positifs ou nuls, si on veut. S'il est tel que, donc, la vitesse de réaction au cours du temps puisse s'écrire V égale une certaine constante K, une constante de vitesse, on va y revenir, A à une certaine puissance P, B à une certaine puissance Q. Voilà. Donc voilà ce que c'est cette loi, en fait cette hypothèse, d'accord, mais bien faire la différence entre les deux encadrés, ça c'est une définition qui est toujours vraie, et ça c'est une hypothèse qui peut se révéler totalement erronée. Alors quelques remarques importantes, a priori, P et Q sont différents de alpha bêta, d'accord, les coefficients alpha bêta qui sont les coefficients stoichiométriques associés à A et B, donc il n'y a pas de raison a priori que P et Q soient égaux à alpha bêta. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette loi-là, elle traduit quand même l'idée que on peut bien imaginer que la vitesse de réaction est sans doute plus importante si A et B sont plus présents dans la solution parce qu'ils ont plus de chances de se rencontrer. Alors ça c'est vrai dans le cas des mécanismes réactionnels et on verra que dans ce cas-là P et Q sont même égaux à 1 pour une réaction qui serait A plus B donne C. Mais ici il faut bien comprendre que cette équation qui est écrite là, donc l'équation qui est écrite là au départ, c'est en fait ce n'est pas un mécanisme, ce n'est pas une étape de réaction, c'est une équation bilan qui nécessite tout un processus pour atteindre ce résultat-là. Et donc, en fait, vous avez peut-être 5, 10, 15, des milliers d'étapes intermédiaires pour atteindre ce résultat-là. Donc, ce n'est pas trivial au sens où ce n'est pas un acte élémentaire qu'on fait ici. Donc, on revient maintenant sur cette relation-là. Donc, déjà, alors bien sûr, pour que cette relation cette hypothèse suppose donc que la vitesse de réaction ne dépend pas des produits. Il peut arriver, bien sûr, que la vitesse de réaction dépende des concentrations des produits, mais dans ce cas-là, la réaction n'admet plus d'ordre, d'accord. Et alors, le dernier point qui est important, c'est que la constante K, c'est ce qu'on appelle la constante de vitesse, d'accord. Et cette constante de vitesse, elle dépend essentiellement de la température, ça va être de l'objet de la suite. Et bien, en tout cas, le point important, c'est que la constante de vitesse soit bien sûr indépendante des concentrations. Toute la dépendance en concentration est ici. Alors, on comprend bien sûr l'idée d'une dépendance en la température. On sait que les réactions sont facilitées. Les espèces microscopiques vont disposer de plus d'énergie cinétique si la température augmente. Donc, ça va favoriser la possibilité de casser des liaisons, par exemple, donc de faire des réactions. Donc, on comprend bien que c'est le principe toujours pareil du réfrigérateur. Si vous mettez des espèces au réfrigérateur, eh bien en général les réactions se font plus lentes. Donc c'est cette idée-là qui passe ici. Alors un point important ici, ça sera l'unité de cette constante de vitesse. On vous demande parfois de trouver l'unité de K. Alors attention, si je ne donne pas comme ça l'unité de K, c'est qu'en fait l'unité de K dépend en fait des exposants P et Q. Faisons un premier exemple. Supposons par exemple une relation de vitesse avec qui s'écrirait V égale K à puissance 1. Dans ce cas-là, dans le système, on peut prendre ça en mol par litre et par seconde, d'accord, la vitesse de réaction, donc c'est bien des concentrations dérivées de la concentration par rapport au temps, donc mol par litre et par seconde, et ici on aura des mols par litre, d'accord, d'où on en déduit que dans ce cas-là, l'unité de K dans le système international, l'unité, ça sera simplement des secondes moins 1, d'accord. Je vais reprendre seconde moins 1, d'accord. Mais par exemple, si je traite le cas où on aurait une vitesse qui serait K A au carré, dans ce cas-là, vous voyez bien qu'ici, vous allez avoir des mols carrés litres moins 2, et donc dans cette situation-là, l'unité de K, d'accord, vous aurez donc des mols moins 1 litres seconde moins 1. Si vous multipliez K, l'unité de K qui est ici par celle-ci, donc mol moins 1, mol carré donne des mols, litre moins 2 donne les litres moins 1, et seconde moins 1 donne bien des secondes moins 1. Donc vous voyez qu'il faut adapter à chaque fois, donc une fois que vous aurez trouvé les ordres P et Q, vous pourrez à ce moment-là déterminer la valeur de la constante K.
Alors, pour aller plus loin dans la constante K, il y a une loi, qui est une loi d'Arrhenius, mais une fois que vous avez trouvé la loi de vitesse, on peut étudier la dépendance de K en fonction de la température. Alors, cette loi d'Arrhenius, elle dit que, en fait, K est une fonction de T, cette constante de vitesse, et elle vaut A, je vais y revenir, exponentielle, qui est une constante, moins EA sur RT. Donc, EA, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Alors, vu qu'on divise par RT, hein, R c'est en joules par Kelvin et par mol, et T en Kelvin, donc en fait EA c'est typiquement des joules par mol dans le système international d'unités, et pour des valeurs réalistes, alors ça peut varier d'un facteur 10, mais on va dire que EA, vous avez intérêt de le trouver quelque part autour de 100 kJ par mol, tout simplement que 100 kJ par mol représente environ 1 électronvolt par particule. Donc finalement, les réactions chimiques vont avoir des coûts unitaires de l'ordre de l'électronvolt, et donc c'est pour ça que l'énergie d'activation est de l'ordre de 100 kJ par mol. Alors après, ne vous étonnez pas, parfois cette valeur peut être de 1000, peut être de 10, mais si vous trouvez 10 milliards de kJ par mol, ce n'est pas du tout réaliste, et inversement, si vous trouvez une valeur extrêmement faible, je sais pas, des microjoules par mol, ça ne marche pas non plus, d'accord? Ça vous donne une estimation réaliste. Donc là, on revoit l'idée, c'est que bien sûr, si la température augmente, donc si T augmente, 1 sur T diminue, et moins 1 sur T augmente, et donc K augmente, et assez naturellement la vitesse de réaction augmente. Donc ça c'est un terme assez naturel, et cette idée-là c'est toujours le seuil à franchir. Vous avez toujours une compétition, hein, ce rapport-là, c'est toujours une idée de compétition entre l'énergie d'activation qui va représenter un coût énergétique. Quand vous allez faire une réaction, il y a en fait une colline de potentiel à franchir, il y a une étape techniquement, cinétiquement déterminante qui doit être franchie pour que la réaction ait lieu, et il faut que les molécules aient suffisamment d'énergie cinétique pour posséder l'énergie qui permet de faire cette étape clé. Et si elles ne l'ont pas, elles ne pourront pas réaliser la réaction. Voilà. Et alors donc là, si on reprend les idées, hein, ça vous indique en fait il faut qu'il y ait des espèces présentes pour que la réaction puisse avoir lieu, ce qui est assez naturel, et d'autant plus qu'il y aura d'espèces présentes, plus elles auront de chances de se rencontrer pour faire la réaction. Ce terme qui est ici, le exponentiel moins EA sur RT, il vous renseigne en fait sur le fait que certes les particules sont présentes, mais faut-il encore qu'elles aient de l'énergie suffisamment présente pour pouvoir faire la réaction. Et la dernière ici, donc ça c'est ce qu'on appelle ici ce facteur A, dont vous avez travaillé un peu moins en général, mais c'est le facteur de fréquence. Son unité ce sera la même que K. Donc on peut noter que la dimension de A, en fait, ce sera... Alors attention, A n'a rien à voir avec A précédemment défini. A, ce n'est rien à voir avec l'espèce A qui est là, d'accord, mais on le note en général A. C'est le facteur de fréquence, et sa dimension de A, c'est la même dimension que K. Et alors, ce facteur de fréquence, il va vous indiquer, donc certes, il faut qu'il y ait des particules présentes, qu'elles se rencontrent, il faut qu'elles aient suffisamment d'énergie, mais il faut aussi qu'elles soient bien positionnées. Donc vous avez beau avoir des particules qui vont arriver les unes sur les autres, si leur positionnement n'est pas convenable, la réaction ne sera pas forcément, d'accord. Et donc en fait ce facteur de fréquence, il va rajouter un coefficient qui dit qu'il y a il faut en fait une certaine configuration pour l'arrivée des particules pour que la réaction puisse se réaliser. Voilà. Alors techniquement, lorsque vous avez des expériences, alors si vous faites une série d'expériences, alors je vais faire un tableau récapitulatif, mais c'est un tableau qui est issu de nombreuses expériences. Imaginez que vous ayez un tableau comme ceci, suite à un grand nombre d'expériences. Donc vous avez pu obtenir, eh bien en fait, ici donc là il y aurait les expériences qui seraient l'expérience 1, 2, 3 et 4. Et à la suite, donc, qui sont faites par exemple à différentes températures. Donc vous aurez la température, donc ici une température T1, une température T2, une température T3, une température T4. Et pour ces différentes expériences, alors suite, donc vous avez toute une série de mesures. Donc là, la première colonne du tableau reprend toute une série de mesures. Et on verra comment faire dans la suite. Vous avez pu obtenir la constante de vitesse à cette température, expérimentalement. Vous recommencez à une deuxième température, toute une série de mesures, etc., etc. Donc bien comprendre que ce tableau est issu d'une longue série de mesures, mais si vous obtenez ça par exemple, alors l'idée c'est d'essayer de voir si on peut réussir à en déduire l'énergie d'activation et vérifier la loi d'Arrhenius.
Alors pour ceci, la bonne méthode qui est souvent le cas, c'est de se ramener au tracé d'une droite. Donc on prend le logarithme de l'expression précédente, et ça fait ln de k, qui sera égal à ln de a, moins EA sur R fois 1 sur T. Et donc l'idée en fait, bien comme toujours, c'est de représenter le logarithme de K en fonction de 1 sur T, l'inverse de la température. Alors bien sûr ce sera quand T va augmenter, si T augmente 1 sur T, quand 1 sur T augmente, T diminue, donc la constante de vitesse va diminuer, donc vous allez avoir des points qui vont, si tout se passe bien, donc vous avez différents points, donc là vous avez vos valeurs de K1, vous en déduisez les points, donc les points, les différents points que vous avez sont ici, d'accord, bon, il suffit de les positionner sur la courbe, et si tout se passe bien, vous pouvez espérer obtenir, eh bien, en fait, des points qui sont relativement bien alignés, tels que, en fait, en traçant ln de K, c'est comme si vous aviez y égale, donc, en fait, ici, ce qui serait le pardon, ici, ce qui serait, enfin, de la forme b plus ax, d'accord, et donc, vous voyez que la pente ici, dans ce cas-là, alors, j'aurais dû faire le R correctement, je corrige ça rapidement, hop, vous voyez que dans ce cas-là, la pente ici, eh bien, le petit a, ça sera moins EA sur R, et vous pouvez donc en déduire l'énergie d'activation par cette méthode-là. Donc voilà pour ces premiers éléments. Alors, ce qui nous restera à faire dans la suite, eh bien, ça va essayer de se dire, ben oui, mais comment fait-on pour trouver cette fameuse constante de vitesse aux différentes températures, et est-ce qu'on peut trouver les coefficients P et Q? Est-ce qu'on peut tester? Bon, on va faire une hypothèse, et on va tester cette hypothèse. Donc la suite, ça sera de voir comment par des expériences et par des hypothèses supplémentaires, on peut essayer de déterminer les coefficients P et Q s'ils existent, et essayer également de trouver la constante de vitesse, et en particulier également l'énergie d'activation. Donc ce sera pour une deuxième partie.